Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Penser la guerre afin de l'éviter. En France, la guerre est un objet d'étude démodé, très peu abordé à l'université. Dans le monde anglo-saxon, c'est tout le contraire. Son étude mobilise d'excellents chercheurs et alimente une réflexion riche et diversifiée. Alors, pourquoi un tel retard en France ? La réponse avec Jean-Vincent Olindre, professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 2 et auteur du livre « La ruse et la force », publié chez Perrin en 2017. Bonjour Jean-Vincent Olindre. Bonjour. Allez, pourquoi ce retard chez nous en France ? Le retard commence à être comblé, oui, fort heureusement, mais le problème vient de plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est la méfiance réciproque entre l'université et le monde de la défense. L'université se méfie des militaires parce qu'évidemment, il y a plutôt une tradition critique à l'université, alors que le militaire, c'est l'ordre, c'est l'État, etc. Et puis, de l'autre côté, les militaires se méfient des universitaires précisément parce qu'ils estiment qu'ils sont hors dehors du monde, en quelque sorte. Donc, il y a ce côté-là qui n'est pas propre à la France, mais qu'on trouve de manière particulièrement forte en France. Ensuite, il y a eu la question de la guerre d'Algérie, qui a joué un rôle important. Parce que la réflexion stratégique en France a été un peu tabou et c'est vrai que le général de Gaulle a finalement fait taire un petit peu les ambitions de réflexion. Puis ensuite, il y a eu le nucléaire et le fait que la réflexion stratégique a été à un moment donné glacée par le nucléaire et c'est vrai qu'on ne débattait pas vraiment, il y avait une doctrine et il fallait l'appliquer. Ce qui fait qu'aussi bien du côté militaire comme du côté universitaire, il n'y avait pas vraiment de réflexion forte. Alors vous, votre travail en tant que chercheur universitaire, c'est de penser la guerre pour l'éviter ou c'est de penser la guerre pour permettre aux militaires de mieux la faire et d'aller à la victoire ? C'est d'abord de penser la guerre pour la comprendre. Oui. C'est le rôle d'un universitaire, c'est pas d'être le conseiller du prince, c'est de faire comprendre le phénomène guerrier pour éclairer la décision. Il y a vraiment deux métiers différents. Et précisément, peut-être que la difficulté en France vient du fait qu'on n'a pas suffisamment distingué les rôles. Le militaire, c'est celui qui conduit la guerre. L'universitaire qui pense la guerre, il est là pour l'éclairer sur la longue durée, prendre un recul réflexif sur la chose. Et si le partage des rôles était plus clair, alors peut-être que les relations seraient plus simples. C'est le cas dans le monde anglo-saxon ? Disons que dans le monde anglo-saxon, le dialogue est plus évident, et plus facile, et plus quotidien. Et donc, moins de suspicion. Voilà. Et puis, on considère que les études sur la guerre sont un domaine légitime sur le plan universitaire. Il y a des départements d'études de la guerre universitaire, comme à Londres, le département de War Studies de King's College. En France, il n'y a pas véritablement de département universitaire exclusivement consacré à ces questions. Idem aux États-Unis ? Aux États-Unis aussi. Alors, aux États-Unis, là, pour le coup, le lien avec le politique est plus étroit. On parle des études stratégiques, c'est-à-dire penser la guerre pour mieux la faire. Donc, le lien avec le politique est plus étroit. Et alors, c'est un trait caractéristique que des anglo-saxons ou penser la guerre, vous l'entendez, vous le voyez, vous le lisez chez les Russes, chez les Chinois et autres ? Il y a de toute façon des traditions stratégiques, des cultures stratégiques très variées dans le monde occidental et dans le monde extra-occidental, partout, évidemment, avec des universitaires qui travaillent sur ces questions. Et de fait, en France, il y a une tradition de réflexion stratégique. Après tout, on parlait du général de Gaulle, il a écrit des ouvrages de pensée stratégique. Et dans le monde universitaire, on a des gens comme Raymond Aron qui ont travaillé sur les questions stratégiques. Donc, il y a une véritable tradition. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'institution universitaire, par exemple, qui permettrait d'accueillir véritablement un projet ambitieux. Et du côté des militaires, il y a très peu d'universitaires, finalement, qui enseignent dans les établissements militaires supérieurs. Il y en a, bien sûr, mais leur intégration est beaucoup moins forte que dans les écoles comme Sandhurst en Angleterre ou West Point aux États-Unis, où il y a de véritables universitaires qui sont affectés dans ces écoles de guerre. Alors, en Chine, en Russie, c'est pensé aussi au sein du monde académique ou pas ? Oui, mais alors, dans le cas de la Chine, c'est un peu particulier puisqu'on n'est pas dans le même type de régime politique. Oui. Donc, par rapport à la liberté de parole des universitaires, on n'est pas du tout dans le même registre. Quant à la Russie, il y a évidemment aussi une tradition de réflexion stratégique très, très forte, mais qui n'a pas, si vous voulez, sur le plan universitaire, le même rayonnement que ce qu'on peut observer aux États-Unis ou en Angleterre. Alors, comment expliquez-vous l'émergence de votre génération ? Elle apparaît pourquoi ?
D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le ministère de la Défense, devenu ministère des Armées, finance chaque année beaucoup de bourses. Moi, je suis directeur scientifique de l'IRSEM et j'ai bénéficié, à l'époque où j'étais doctorant, d'un financement du ministère des Armées pour travailler sur le livre La ruse et la force. Au départ, c'est ma thèse. Et donc, le fait qu'il y ait eu un effort de l'État, et en particulier du ministère des Armées, pour financer des doctorants, fait qu'il y a eu toute une génération qui a émergé sur 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, cette génération, elle fait système, en quelque sorte. C'est une véritable communauté des études stratégiques. Et donc ça, c'est vrai que c'est un élément, évidemment, d'amélioration très, très puissant. Et du côté de l'université, il y a eu un petit déclic, parce que là, vous me parlez du déclic de la volonté du ministère de la Défense d'aller vers vous, mais à l'université, on vous accueille ou pas ? Écoutez, on m'a accueilli fort heureusement, je suis bien content. Mais il est vrai que, par exemple, je reçois chaque semaine beaucoup d'étudiants qui veulent travailler sur ces questions, mais c'est vrai qu'on est très peu à pouvoir les encadrer. Donc il est vrai qu'il manque encore, à mon avis, en France, un véritable centre de recherche universitaire ou un véritable département qui permettrait, pluridisciplinaire, en histoire, en sciences politiques, en anthropologie, en sociologie, en économie, et qui permettrait véritablement d'accueillir cette nouvelle génération. En fait, il y a un décalage entre le nombre de jeunes chercheurs qui travaillent sur ces questions et le nombre de gens qui sont susceptibles de les encadrer, qui lui est beaucoup plus réduit. Est-ce qu'on peut ouvrir le concept de guerre à guerre économique, cyberguerre, etc. Bon, c'est une question délicate. Ce qui est vrai, c'est comme l'a montré Liddell Hart, penseur britannique, dans ses ouvrages sur la stratégie, c'est qu'il y a eu une extension du domaine de la stratégie. C'est-à-dire que la stratégie militaire, aujourd'hui, c'est un aspect de la grande stratégie qui envisage les enjeux économiques, les enjeux démographiques, les enjeux de migration, etc. On ne peut plus, dans la mondialisation, penser la guerre et de manière générale la conflictualité sans tenir compte des interdépendances et des connexions entre les différents domaines de l'action. Et donc, évidemment, l'économie, aujourd'hui, ne s'oppose plus à la guerre, comme l'expliquait Benjamin Constant. La guerre et le commerce qui s'opposent. Aujourd'hui, évidemment, on n'en est plus là. Et il y a des phénomènes, évidemment, de compétition économique qui peuvent être belligènes, par exemple. Donc vous pouvez intégrer, en effet, ce concept. Vous dites qu'en Occident, on a tellement peur de la guerre qu'il y a carrément un déni du fait, on ne la pense pas. Oui, disons qu'après la fin de la guerre froide, il y a eu cette idée qu'on allait bénéficier des dividendes de la paix, que d'une certaine façon, la guerre était derrière nous, qu'on n'avait plus à la penser parce que la paix était devant nous. Il est vrai que les attentats du 11 septembre, et puis en France, les attentats terroristes récents, ont remis la guerre un petit peu au centre. C'est évidemment triste et évidemment, je ne m'en réjouis pas. Mais comme intellectuel, comme chercheur, on se doit de penser ce qui est en train de se dérouler. Et donc ça, c'est un élément fondamental qui a fait que on n'est plus tout à fait dans le déni et à la limite presque dans l'extrême inverse. C'est-à-dire c'est-à-dire que par exemple, quand on a des attentats terroristes, on va dire nous sommes en guerre, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de trouver le bon ajustement entre d'un côté le déni qui n'est pas évidemment une bonne solution lorsqu'on est universitaire et de l'autre le catastrophisme qui consisterait à dire que la 4e guerre mondiale ou la 3e guerre mondiale est demain pour nous. Je crois qu'il faut essayer d'être pondéré justement sur ces questions et analyser les choses de manière un peu clinique. C'est à ça que servent les universitaires. Relire Gaston Boutoul pour voir ce que c'est vraiment ce concept de guerre. Clausewitz. Et Clausewitz, évidemment. Et qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'on a été prêt à penser ce que vous avez appelé l'âge des interventions, c'est-à-dire d'un certain nombre d'États qui se permettent d'intervenir dans d'autres États, etc. Ce terrorisme, cette contestation, on a été prêt à penser ça ou pas ? Oui, je pense qu'on est prêt. Sur l'intervention. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été publiés par des Français. Mon collègue, par exemple, de l'IRSEM, Jean-Baptiste Villemer, a écrit un ouvrage sur le sujet, sur l'intervention humanitaire. Donc, on a des choses là-dessus. Il ne faut pas imaginer que les Britanniques ou les Américains sont les seuls à travailler là-dessus. On est plusieurs à travailler là-dessus. Maintenant, c'est vrai que il importe que cette pensée française ou francophone s'exporte, qu'elle existe dans les réseaux internationaux de recherche. Parce que c'est quoi l'enjeu, sinon ? Il faut, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter la provincialisation de la pensée française sur la guerre. Le but, c'est que nos chercheurs français, les chercheurs qu'on finance par exemple à l'IRSEM ou à l'université, qu'ils existent dans le monde. Par exemple, les mathématiciens français sont très reconnus à l'international.
Pourquoi pas nos chercheurs qui travaillent sur les questions stratégiques. C'est d'ailleurs déjà le cas, puisqu'une partie de la génération que j'évoquais de jeunes chercheurs s'exporte et est en poste au Danemark, aux États-Unis. Donc on voit bien que ce phénomène de rayonnement commence et il est bien engagé. Jean-Vincent Hollande, vous êtes un spécialiste de la guerre. Là, je fais appel à votre réflexion personnelle. Est-ce que la guerre est de nouveau possible aujourd'hui en Occident ? Elle est possible, elle est toujours une hypothèse, elle est toujours aussi une réalité, puisque d'une certaine façon, nos forces aujourd'hui interviennent à l'extérieur des frontières et protègent le territoire national. Donc, mais est-ce que vous sentez une montée des tensions ? Je ne formulerai pas les choses comme ça. Je pense que, si vous voulez, on a tendance à voir les choses de manière sans cesse plus catastrophique. En réalité, si on regarde les courbes sur la longue durée, le monde n'est pas forcément plus anarchique aujourd'hui qu'il ne l'était hier. L'époque de la guerre froide, c'est quand même une époque de très forte tension, il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, on a évidemment le phénomène terroriste, on a des conflits asymétriques, on a des guerres civiles, bien sûr, et le monde n'est pas pacifique et n'est pas pacifié. Mais de là à dire que la guerre est pour demain, j'irai pas jusque-là. Même sur le plan nucléaire. La question nucléaire revient sur le devant de la scène. Mais je ne crois pas que le catastrophisme, de manière générale, soit la meilleure des options. Mais l'angélisme n'est pas non plus la meilleure des options. Merci beaucoup, Jean-Vincent Hollande. L'entretien de l'intelligence économique, c'est terminé. Mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. C'était votre programme avec Ascoma, solution d'assurance en Afrique pour les professionnels et particuliers. Mardi politique, présenté par Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment, des interviews sans concession. Mardi politique, à écouter sur RFI et à voir sur France 24 et France24.com. Mettez du soleil dans votre assiette en regardant la météo avec les sardines de la conserverie Parmentier. C'était la météo avec les sardines de la conserverie Parmentier. Palestine, Israël, conflit, colonie. Ces mots résonnent depuis l'Exode de 1948. Aujourd'hui, à quoi ressemble la vie des Palestiniens dans les territoires toujours occupés ? Nos grands reporters, James André et Liana Saleh, ont rencontré ces habitants qui vivent en liberté surveillée. Des vies dépeintes dans un documentaire inédit tourné en zone C, la zone la plus contrôlée par Israël. Reporter, le doc, présenté par Antoine Cormery, à voir sur France 24 et France24.com.